Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre l'examen de la loi sur le secret des affaires. C'est un texte que le Sénat a adopté la semaine dernière, un texte controversé car le Sénat est allé au-delà du texte voté fin mars par l'Assemblée nationale. Ce texte destiné à transposer en droit français une directive européenne de juin 2016 donne une définition large des informations qui doivent être protégées de la concurrence. Des lanceurs d'alerte, des associations, des journalistes interpellent le chef de l'État sur cette loi, sur le secret des affaires, et contre l'avis du gouvernement, le Sénat a durci cette proposition de loi en élargissant la définition du secret des affaires aux informations qui ont une valeur économique, alors que le texte parlait initialement de valeur commerciale. Voilà donc tout de suite direction l'hémicycle pour l'examen de cette loi. La parole est à Madame de La Gontrie. Merci Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux. Cet amendement est important puisqu'il a pour vocation de préciser à l'article L. 151-3, après le terme légitime, détenteur légitime, le fait d'insérer que cela doit être dans un but concurrentiel ou commercial visant à tirer profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l'entreprise victime. Alors, le président de la commission n'est plus là, mais je voulais saluer sa créativité tout à l'heure, lorsqu'il a souhaité établir un distinguo entre le champ économique et le champ commercial, qu'il a fait appel au fait que le texte était en anglais, oubliant sans doute que le français était une langue officielle de l'Union européenne, et donc considérant que c'était sans doute pour cela que le texte initial utilisait un terme qui ne pouvait pas être traduit comme on le concevait nous-mêmes en français. Donc, je pense qu'il est important de souligner que, d'une part, rapportons-nous simplement au titre de la directive, qui parle bien de protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées, que par ailleurs la directive place bien son champ d'action dans le périmètre du champ concurrentiel. Considérant numéro 1, qui cite explicitement l'avantage concurrentiel, considérant numéro 9, qui cite l'activité de concurrents déloyaux, considérant numéro 14, que je pense chacun serait bien inspiré de relire, car le considérant 14 dit très exactement qu'il importe d'établir une définition homogène du secret d'affaires sans imposer de restrictions quant à l'objet à protéger contre l'appropriation illicite. Cette définition devrait dès lors être élaborée de façon à couvrir les savoir-faire, les informations commerciales et les informations technologiques. Par ailleurs, ces savoir-faire ou informations devraient avoir une valeur commerciale, effective ou potentielle. Donc, nous parlons bien de cela. Et si nous y revenons, c'est parce qu'évidemment, chacun le sait ici, puisque le débat public en a été empli, il y a une inquiétude évidemment importante de tous ceux qui pourraient considérer être visés par la définition telle qu'elle est précisée aujourd'hui et qu'il nous semble très important de modifier en insérant les mots « dans un but concurrentiel ou commercial visant à en tirer un profit, portant ainsi atteinte aux intérêts de l'entreprise victime ». Merci. Amendement numéro 8, Monsieur Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. Comme cela est précisé dans l'objet, cet amendement est le fruit d'un travail collectif avec les ONG qui permettrait, s'il était adopté, de protéger plus efficacement toutes ces personnes qu'on a citées abondamment dans les débats, les chercheurs, journalistes, lanceurs d'alerte, associations, ONG, tout en respectant la protection d'informations sensibles. La question de l'usage illicite de ce qui est couvert par le secret des affaires devrait en fait nous ramener à une question centrale. Le pillage technologique, l'espionnage industriel, l'infiltration qui ne poursuivent le plus souvent qu'un seul but et objectif, à savoir la concurrence économique, dans ce cas-là de plus sauvage et de plus inadmissible. Nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et parfois tous les coups sont permis, mais nous pensons quand même que l'économie moderne ne fait pas obstacle à l'éthique et aux principes vertueux. L'espionnage industriel et le pillage des compétences et des savoir-faire dans le but de tirer parti d'une concurrence déloyale, voilà, selon nous, ce qu'il faut clairement combattre. Merci. Amendement identique. Deux amendements identiques. Madame Lienemann. L'état d'esprit est assez comparable à celui que vient de décrire M. Bocquet. Il s'agit de revenir à l'état d'esprit d'origine quand il a été prévu de faire une directive. Il s'agissait en fait de protéger par la loi
les informations obtenues, utilisées, divulguées par des entreprises qui profiteraient indûment des investissements réalisés par d'autres dans un contexte exclusivement concurrentiel, et ce conformément à l'accord ADPIC conclu en 1994 à l'OMC. La proposition de loi, telle qu'elle est actuellement rédigée, met en place un système de protection des savoir-faire et des informations commerciales dont la nécessité n'est pas contestée, mais qui ne mentionne pas son champ d'application, qui doit se restreindre au champ concurrentiel. En l'absence d'une mention limitant la protection du secret des affaires à l'exploitation déloyale dans le commerce, toute personne ayant un intérêt autre qu'économique à obtenir, utiliser et divulguer des informations protégées devra prouver qu'elle ne peut se prévaloir de l'une des dérogations prévues par le texte de la directive, et ça ne protège donc pas suffisamment les chercheurs, journalistes, lanceurs d'alerte, associations et ONG. Bien. Monsieur Labbé n'est pas là. Madame Carrère ou Monsieur Gold, que je vois. Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président. Donc, je reprends l'argumentaire de Madame Lienemann. Cette proposition impose à toute personne ayant un intérêt autre qu'économique à agir de prouver qu'elle peut se prévaloir de l'une des dérogations prévues par le texte. Cela expose donc ces acteurs à des procédures judiciaires lourdes et coûteuses. Ils seront dissuadés d'agir, ce qui porte préjudice à l'intérêt général. La liberté d'informer et la protection de l'intérêt général des droits fondamentaux ne doivent pas être des relégués au rang d'exception au secret des affaires. Ce sont des principes fondamentaux. Merci. Avis du gouvernement sur l'ensemble de cette série. Pardon, d'abord de la commission, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Bien. Sur les amendements 51, 8, 67 et 69, si vous me le permettez, Monsieur le Président, Madame la Ministre, comme ils sont similaires, je ferai une réponse globale. Il propose donc de limiter les cas dans lesquels l'obtention d'un secret est illicite à ceux où l'obtention est réalisée dans un but commercial ou concurrentiel à des fins de concurrence déloyale ou illégitime pour en retirer un profit, de façon à écarter clairement les chercheurs, les journalistes, les lanceurs d'alerte ou les associations. En cela, ils ne sont d'ailleurs pas conformes à l'article 4 de la directive, qui n'est pas aussi restrictive qu'il souhaite instaurer un nouveau régime. Le texte prévoit clairement des exceptions au secret pour les journalistes, les lanceurs d'alerte ou les représentants des salariés. Les auteurs de ces amendements n'évoquent même pas les représentants des salariés dans leurs préoccupations. Ces amendements sont donc satisfaits sur ce point. S'agissant des chercheurs, vous me permettrez de ne pas saisir pourquoi ceux-ci sont mentionnés. Par ailleurs, j'ai déjà évoqué à l'occasion du premier amendement les raisons pour lesquelles il ne fallait pas restreindre la protection du secret des affaires aux seules relations entre entreprises. Des personnes autres que les entreprises peuvent porter atteinte à ce secret sans pour autant être des journalistes, des lanceurs d'alerte ou des représentants des salariés. Pour ces raisons, l'avis est défavorable sur ces 4 amendements. Merci. Merci. L'avis de la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, il me semble effectivement pas tout à fait exact de considérer, comme vous le faites dans les divers amendements qui viennent d'être proposés, que le dispositif de protection du secret des affaires tel qu'il est prévu et agencé par la directive et fidèlement transposé dans la proposition de loi ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'une concurrence déloyale entre les entreprises. L'obtention illicite d'un secret des affaires n'est pas toujours le fait d'une entreprise concurrente dans le but de tirer un profit illégitime de la connaissance qu'elle a acquise. L'obtention de l'information protégée peut avoir un simple but de déstabilisation. Il peut aussi s'agir, et vous l'aviez précisé tout à l'heure, Monsieur le rapporteur, d'une action malveillante, ou bien ce n'est pas non plus toujours le fait d'une entreprise concurrente. J'ajouterai pour conclure, ainsi qu'on l'a dit à plusieurs reprises, qu'il n'est juridiquement pas possible de restreindre la portée restrictive de l'article L151-3 compte tenu du niveau d'harmonisation qui est prévu par la directive elle-même. Et donc, pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable aux différents amendements. Alors, sur l'amendement 51 rectifié de Madame de La Gontrie, y a-t-il des explications de vote? Non, je n'en vois pas. Donc, qui est pour? Qui est contre? Bien, on va faire un assis debout. Hein,
Non. Non, il n'est pas adopté. Comment? Bien. Il y a d'autres amendements. Non, non, mais je dis les choses clairement. Ceux qui comptent me disent qu'avant que certains rentrent, le vote rendait un pas adopté. Donc voilà, c'est tout. J'applique le règlement et il y a d'autres votes. Donc il n'est pas adopté. Amendement numéro 8, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Et maintenant, on vote sur les deux amendements identiques de Madame Lienemann et de Monsieur Labbé. Ils tombent puisque celui-là est adopté. Très bien. On continue. Deux amendements en discussion commune. L'amendement 86 rectifié. Monsieur Frassa. Bien. Chacun son tour. C'est la commission qui dépose un amendement. Cet amendement, conformément à la définition des biens en infraction à l'article 2 de la directive, le présent amendement tend à préciser que seuls sont considérés comme une utilisation illicite d'un secret des affaires la production, l'offre, la mise sur le marché, l'importation et l'exportation de produits résultant de manière significative d'une atteinte au secret et non de produits résultant d'une atteinte significative au secret, ce qui anéantirait une partie de la protection prévue par la directive. Il procède également à deux coordinations aux mêmes fins dans la suite du texte. C'était un débat que nous avions eu avec M. Bigot en commission sur l'emplacement de ce mot significatif. Voilà. Voilà, je vous ai suivi. Bien. Le 42, Monsieur Bigot, Monsieur Lecomte. Oui, tout à fait. Cet amendement proposait de réintroduire une précision supprimée par le rapporteur, mais puisque le rapporteur le fait lui-même, je le retire. Très bien. Donc, l'avis de la commission, on le connaît, et l'avis du gouvernement. Il est favorable. Pardon? Favorable au premier amendement, l'autre a été retiré. Très bien. Eh bien, deux avis favorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Deux amendements en discussion commune. Monsieur Labbé, Madame Carrère, Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc, cet amendement vise à renverser la charge de la preuve et à s'assurer que c'est bien l'entreprise possédant l'information de prouver qu'une personne aurait dû savoir que l'information dont elle s'est trouvée en possession était confidentielle. La locution « aurait dû savoir », traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. En effet, pour la Cour de cassation, la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés. Cette locution ruine donc la présomption de bonne foi et introduit un déséquilibre en droit français. Il convient donc d'inverser la charge de la preuve en ajoutant, pour rétablir cet équilibre, la locution anglo-saxonne au-delà de tout doute raisonnable. Merci. L'amendement 25 rectifié, Madame Lienemann. Même préoccupation que mon collègue précédent. Bien. Avis de la commission. Je ferai donc, Monsieur le Président, Madame la Ministre, une réponse
à ces amendements presque identiques une réponse commune. Leurs auteurs doivent savoir qu'ils auraient pour effet de protéger les entreprises qui captent illégalement un secret de leurs concurrents, ces derniers devant prouver que l'entreprise qui a utilisé leur secret l'a fait en connaissant le caractère illicite de cette utilisation, ce qui est donc impossible. Ces amendements, comme d'autres ensuite, déplorent l'emploi du conditionnel dans la formule, je cite, « aurait dû savoir » en matière de connaissance du caractère illicite de l'obtention ou de l'utilisation d'un secret. Le conditionnel est quand même connu du droit français, par exemple à l'article 2224 du Code civil qui fixe le droit commun du délai de prescription. En outre, cette formulation précise est exigée par la directive. Donc je donne un avis défavorable sur ces deux amendements. Madame la ministre. Monsieur le Président, l'avis sera également défavorable sur ces deux amendements. Conformément au principe de droit commun relatif à la charge de la preuve, il appartient à celui qui se prétend victime d'une atteinte au secret des affaires de le prouver. Et par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée. Par conséquent, il me semble que ces deux amendements apporte une précision qui n'est pas utile et je trouve également que la formulation qui est proposée et qui intègre une expression qui n'est pas très familière à notre droit, à savoir au-delà de tout doute raisonnable, ne peut que nuire à la sécurité juridique. Et pour ces raisons, je préfère donner un avis défavorable. Très bien. On passe au vote sur chacun d'entre eux. Qui est pour le 79 rectifié? Qui est contre? Il n'est pas adopté. 25 rectifié. Qui est pour, de Madame Lienemann? 25 rectifié. C'est le même vote exact. Il est rejeté. Amendement numéro 43 de Monsieur Reynal. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement vise à lever une disposition qui fait peser une présomption d'illégalité sur une personne qui procéderait, sans le savoir, au recel d'une information protégée au titre du secret des affaires. Le texte de la proposition de loi engage la responsabilité d'une personne qui fait usage d'une information protégée au titre du secret des affaires, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que celle-ci avait été obtenue ou divulguée de façon illégale. Ainsi, à défaut de pouvoir prouver que la personne qui fait usage d'une information illicite savait que celle-ci avait été obtenue ou divulguée de façon illégale, on pourra présumer que cette personne aurait dû le savoir. Cette mention fait porter une suspicion sur l'intéressé qu'il lui sera impossible à lever. Elle le sera d'autant moins que le texte n'impose aucune exigence concernant les modalités de la protection de l'information censée rester secrète. Or, si l'intéressé n'a pas eu connaissance du fait que son usage relevait du recel, ce peut être aussi parce que l'entreprise n'a pas correctement protégé son secret. La défaillance d'une entreprise pourrait ainsi conduire à mettre en cause un intéressé qui, de bonne foi, n'avait pas connaissance du caractère illicite de l'information qu'il avait en sa possession. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette mention. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Nous allons avoir la même argumentation pour les amendements 43, sans vouloir dévoiler de secret, 26 et 78, qui n'ont beau pas être en discussion commune, portent tous sur la même chose. L'argumentation est la même que pour les amendements 79 et 25 que nous venons de voir sur l'emploi du conditionnel. Donc l'avis de la commission est défavorable pour les raisons que je viens d'expliquer tout à l'heure. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, c'est avec regret que j'émets un avis défavorable à cet amendement. La rédaction proposée de l'article L151-5 du Code de commerce assure une transposition fidèle de la directive et donc il ne me semble pas possible d'aller au-delà. Et j'ajoute que l'expression utilisée, pour reprendre un argument que Monsieur le rapporteur a déjà donné, l'expression que vous utilisez « aurait dû savoir » n'est pas inconnue du droit positif puisqu'elle est déjà prévue pour déterminer le point de départ de la prescription de droit commun dans un article du Code civil. Et donc je pense qu'il faut 2224.
absolument, 2224 du Code civil. Donc j'émets un avis défavorable à cet amendement. Merci. Donc on passe au vote, à moins que M. Raynal veuille une explication de vote. Non. Alors, qui est pour? Qui est contre? Non, vaut mieux baisser vos mains. Qui s'abstient? Il est rejeté. Deux amendements en discussion, deux amendements identiques. 26 rectifié, Madame Lienemann. Il est défendu. Monsieur Labbé, il est défendu aussi. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont rejetés. Amendement numéro 57 du gouvernement. Oui. L'amendement que je propose au nom du gouvernement tend à compléter l'exception au secret des affaires prévue à l'article L. 151-6. Le second paragraphe de l'article 3 de la directive prévoit que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires doit être considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union ou le droit national. Il est nécessaire de réserver également l'application des instruments internationaux dans cette hypothèse, en particulier les conventions bilatérales ou multilatérales relatives à la coopération judiciaire, comme la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves. Voilà les raisons pour lesquelles je propose cet amendement. L'avis de la commission. Il s'agit d'une précision très utile, Monsieur le Président, Madame la Ministre, permettant de prendre en compte en particulier la Convention de La Haye de 70. Je précise qu'avec cet amendement, nous nous rapprochons de la loi de blocage, car cette convention encadre l'obtention des preuves dans un État étranger dans le cadre d'une procédure judiciaire. Je donne donc un avis favorable. Merci. Qui est pour l'amendement 57? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. 76 rectifié. Monsieur Gold. Monsieur le Président, Madame la Ministre, la Commission des lois a modifié la rédaction de ces dispositions de l'article 1er concernant les exceptions à la protection du secret des affaires. Le texte adopté par la Commission a ainsi substitué au terme de protection du secret des affaires celui d'opposabilité. Cette modification nuit à l'intelligibilité des présentes dispositions. De plus, l'argument avancé selon lequel cette rédaction serait davantage fidèle à l'article 5 de la directive du 8 juin 2016 ne semble pas convaincant, dans la mesure où cet article 5 parle seulement de dérogation au secret des affaires. Il s'agit donc d'une interprétation du texte de la directive. Cet amendement propose donc de rétablir la formulation qui avait été retenue par l'Assemblée nationale, qui permet par ailleurs une plus grande protection des personnes visées par les exceptions à la protection du secret des affaires. Oui. Avis de Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre, cet amendement veut revenir à l'absence de protection, là où la Commission a prévu une inopposabilité par cohérence avec le texte de la directive. Donc, Monsieur Gold, il est contraire à la position de la Commission et je donnerai un avis défavorable. Oui, avis du gouvernement. Même avis. Très bien. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Amendement 83 rectifié, Monsieur Requier, Monsieur Gold, toujours. Monsieur le Président, Madame la Ministre, donc le présent amendement vise modestement à améliorer la rédaction de ce long article 1er sur un point précis. Le nouvel article L. 151-7 créé dans le Code du commerce par la Commission des lois prévoit le cas dans lesquels le secret des affaires n'est pas opposable, c'est-à-dire invocable lors d'une action en justice. Il prévoit en particulier que le secret des affaires n'est pas opposable dans le cadre de l'exercice du droit à la liberté d'expression et de communication, y compris du respect de la liberté de la presse et de la liberté d'information, tel qu'établi par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est cet « y compris » qui pose problème d'après mes collègues et moi-même.
En effet, la protection de la liberté de la presse est un des principes fondamentaux des régimes démocratiques et à ce titre, elle est garantie par la loi du 29 juillet 1881 et par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par ailleurs, comme cela est dit, la liberté d'information est garantie par l'article 11 de la Charte de l'Union européenne. Si l'inclusion de la liberté de la presse dans la liberté d'expression devrait aller de soi, le législateur a jusqu'ici préféré la mention explicitement dans l'alinéa. Le choix des termes peut ainsi apparaître comme une restriction. Par ailleurs, cela nuit à l'intelligibilité de la loi. C'est pourquoi il est proposé de remplacer les mots « y compris » par « en particulier », afin de montrer qu'il s'agit d'une simple précision sur ces décisions qui doivent a priori aller de soi. Très bien. L'avis du rapporteur. Bon. Cette précision rédactionnelle concernant la liberté de la presse, nous avons eu un long débat, pas sur le vôtre, M. Goll, enfin, à l'origine celui de M. Requier et de M. Gabouty, que vous défendez aujourd'hui, mais sur celui que j'avais voulu présenter à la commission des lois et sur lequel un long débat en vue de l'établissement du texte de la commission s'est instauré. Sur le vôtre, il est vrai que la rédaction de cet alinéa sur la liberté d'expression et la liberté de la presse n'est pas parfaitement claire, je suis d'accord avec vous, mais la commission n'a pas voulu y toucher à l'issue du débat sur l'amendement que j'avais proposé et que je peux vous lire, puisque nous avions eu un long débat dessus. Moi, j'avais proposé tout simplement de mettre, pour l'exercice par les journalistes dans le cadre de leurs fonctions, du droit à la liberté d'expression, de communication et d'information, tel qu'établi dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le respect de la liberté de la presse. Il est vrai qu'en outre, les mots « y compris » sont ceux de la directive. Là-dessus, c'était la seule chose que nous ne voulions pas toucher, puisque ça reprend intégralement les mots de la directive. J'avoue que là-dessus, moi, je donnerai un avis défavorable, parce que le « en particulier » me semble tout aussi peu clair que le « y compris ». Merci. Madame la ministre, votre avis? C'est également un avis défavorable, alors pour les raisons que vous venez d'indiquer, monsieur le rapporteur, et puis pour la lisibilité en français de la phrase, elle ne tient plus, si vous voulez. Ça donnerait, pour exercer le droit à la liberté d'expression et de communication, en particulier le respect de la liberté de la presse, on n'exerce pas un respect. Donc je pense qu'il faudrait, si on utilisait cette locution-là, il faudrait réécrire, et donc nous sortirions grandement là de la transposition. Merci. Explication de vote, non. Donc, qui est pour le 83 rectifié? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté. Deux amendements identiques. L'amendement numéro 9, Monsieur Bocquet. Il est défendu. Ah, pardon. Merci. Il s'agit ici, avec cet amendement, de faire en sorte que le secret des affaires ne puisse être invoqué de manière constante pour déclencher des procédures à l'endroit d'un certain nombre de personnes. Tout le débat qui nous anime autour de cette partie du texte tourne autour de la question de la primauté du secret des affaires sur toute autre considération. À la vérité, le débat pourrait prendre un mauvais tour en retenant pour notre droit le pire pour ce qui est du droit des affaires et le pire pour le reste, c'est-à-dire la restriction des droits fondamentaux. Si l'on prend la question de la liberté d'informer, on soulignera par exemple, on rappellera les termes de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux qui stipule, je cite, « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Deuxièmement, la liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. » Fin de citation. Quant à l'article 13 de la même Charte des droits fondamentaux, il est encore plus explicite et nous intéresse d'autant plus ici qu'il indique, je cite de nouveau, « Les arts et la recherche scientifique sont libres, la liberté académique est respectée. » On ne saurait être plus clair. La liberté académique, c'est le respect du travail des chercheurs scientifiques qui ne sont pas, a priori, soumis à une forme d'obligation de résultat et n'ont donc surtout pas de compte à rendre à je ne sais quelle logique commerciale et mercantile.
C'est donc le sens de cet amendement que nous ne pouvons que vous inviter à adopter. Il s'agit par exemple, et en dernière instance, d'éviter des procédures qui auraient pu, si nous n'y prenions garde, nous priver de la possibilité de connaître des désordres sanitaires causés par certaines spécialités pharmaceutiques aux effets indésirables. Merci. Et Monsieur Jacques Bigot, Lecomte. Monsieur Lecomte, c'est le 45. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement concerne la protection de la recherche dans le cadre du secret des affaires. Notre rapporteur nous a fait savoir à plusieurs reprises lors des travaux de notre commission son incompréhension à voir évoquer le sort des chercheurs dans le cadre de ce texte. Pourtant, la directive, dans son premier considérant, preuve de l'importance accordée au sujet, cite les organismes de recherche. Je cite « Les entreprises comme les organismes de recherche non commerciaux investissent dans l'obtention, le développement et l'utilisation de savoir-faire et d'informations qui constituent la monnaie d'économie de la connaissance et qui confèrent un avantage concurrentiel. Les organismes de recherche, par leurs travaux en matière de développement et d'utilisation des savoir-faire, entrent sans débat possible dans le périmètre du secret des affaires. La question qui se pose aux législateurs est celle de l'articulation entre ces deux acteurs, car s'ils interviennent dans un même champ, ils n'œuvrent pas dans les mêmes intérêts. À tel point que, de manière croissante, les chercheurs ou les enseignants-chercheurs font l'objet d'actions en justice en raison de leurs activités, car celles-ci, d'intérêt public, peuvent rentrer en contradiction avec les intérêts privés des entreprises. C'est pourquoi nous proposons qu'au même que le texte prévoit pour les journalistes ou les lanceurs d'alerte, celui-ci prévoit que le secret des affaires n'est pas opposable aux activités d'enseignement et de recherche. Je vous remercie. Merci. L'avis de la commission sur ces deux amendements identiques. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je viens d'écouter l'argumentaire de Madame Gréaume, mais celui de Monsieur Lecomte sur les amendements 9 et 45, et je vais y répondre globalement. Excusez-moi, je ne vois toujours pas pourquoi les enseignants, chercheurs et les enseignants tout court bénéficieraient d'un régime dérogatoire spécifique au regard du secret des affaires. La directive ne prévoit rien de tel et vous venez exactement de démontrer l'inverse de votre argument en citant la directive qui parle des organismes de recherche. Elle ne cite absolument pas des organismes d'enseignement, elle ne cite pas du tout des enseignants, elle ne cite pas du tout des chercheurs en tant que personnes, elle cite des organismes de recherche, ce qui n'est absolument pas la même chose, puisqu'elle les cite en parlant des entreprises et des organismes de recherche. Elle ne cite absolument pas les personnes qui travaillent dedans, c'est-à-dire des chercheurs qui seraient en plus des enseignants. Donc, je maintiens ce que j'ai dit ce matin en commission lorsque nous avons abordé l'examen de ces amendements et que je redis en séance. Je ne vois pas pourquoi nous devrions instaurer un régime dérogatoire pour des enseignants-chercheurs qui, par principe, qui par fonction et qui par nature, ne sont pas détenteurs et n'ont pas à être détenteurs d'un secret des affaires par leur métier. Donc, parce que la directive ne prévoit rien de tel, sauf à ce qu'il s'agisse pour lancer une alerte au nom de l'intérêt général, et dans ce cas, l'exception des lanceurs d'alerte s'appliquerait à eux, quel que soit leur métier. Donc, l'avis est défavorable pour ces deux amendements. Bien. Madame la ministre, votre avis? Un avis défavorable également. J'ajouterai à ce que aux précisions que Monsieur le rapporteur vient de donner, qu'il me semble que les enseignants-chercheurs pourront invoquer l'exercice de leur liberté d'expression, dont la protection est prévue à l'article L151-7 nouveau du Code de commerce, s'ils sont attraits devant une juridiction pour atteinte à un secret des affaires. Et il me semble que la proposition de loi répond en fait déjà aux auteurs des amendements. Je rappellerai par ailleurs que les enseignants-chercheurs bénéficient dans leur liberté et dans leur indépendance d'une véritable protection de niveau constitutionnel. Et donc je pense que l'ensemble de ces éléments concourent à rassurer les auteurs des amendements. Merci. Monsieur Lecomte a demandé la parole pour explication de vote. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. La recherche doit être intégrée à ces dérogations parce qu'il y a la liberté d'information, il y a la liberté d'expression, mais il me semble qu'il est important de maintenir dans notre pays la liberté d'innover, la liberté de recherche.
la liberté d'évoquer les sujets de recherche, la liberté d'évoquer les savoir-faire qui sont utilisés et la manière de les développer. Donc c'est au nom de la liberté d'innovation que nous maintiendrons cet amendement et que nous le voterons. Merci. Monsieur Sueur, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voulais intervenir parce que, Madame la Ministre, ce que vous venez de dire, qui est la reprise des garanties qui s'appliquent aux universitaires et aux chercheurs scientifiques, ce que vous venez de dire, c'est un argument en faveur de l'amendement. Parce que, enfin, Monsieur le rapporteur, vous avez dit qu'il n'y avait aucune raison que les universitaires soient exclus du dispositif et qu'il y ait une dérogation pour eux. Mais premièrement, je ne comprends pas pourquoi on accepte, à juste titre, qu'il y ait une dérogation pour l'ensemble des organes de presse et pas pour les chercheurs. Franchement, je ne comprends pas pourquoi. Et d'autre part, vous savez très bien que des enseignants-chercheurs font des thèses, font des travaux, en particulier sur les sujets économiques. Des chercheurs ont fait beaucoup de travail sur la crise économique qui a secoué le monde en 2008 et s'intéressent de très près à l'activité des entreprises. Et si on disait qu'il y aurait une barrière à la recherche scientifique, à la recherche en sciences sociales, sur tel ou tel sujet économique, sur tel et tel sujet relatif à telle ou telle entreprise, je crois qu'on porterait atteinte à la liberté de la recherche dans ce pays. C'est pourquoi, s'agissant en particulier des enseignants-chercheurs, vraiment, je crois que cet amendement est justifié. Donc, les deux amendements identiques. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Oui, je vais aller dans ce même sens parce que c'est un point absolument fondamental. Aujourd'hui, quand un enseignant-chercheur donne une thèse à son étudiant, il ne se pose pas la question de savoir si les résultats de la thèse pourraient être poursuivis par une entreprise au titre du secret des affaires. Si demain, vous ne sortez pas du champ de votre loi les enseignants-chercheurs et les futurs docteurs, ils seront malheureusement obligés ensuite de déférer devant les services juridiques de leur université pour savoir si, le cas échéant, leurs travaux universitaires ne seraient pas susceptibles d'engager la responsabilité juridique de leur université. Donc on va très loin et quelque part c'est une restriction fondamentale du domaine de la recherche. Donc je crois que l'amendement qui est défendu ici est fondamental pour préserver une recherche sur le vivant naturel et sur le vivant social, qui sont deux domaines dans lesquels nous devons demain porter nos efforts. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. J'entends tout ce que vous me dites et il y a quelque chose qui m'échappe encore. Est-ce que ce que vous souhaitez, est-ce que vous entendez par votre demande, c'est qu'un étudiant ou un chercheur... Non, mais M. Ouzoulias part des étudiants, donc j'essaye de synthétiser tout le monde. Lorsqu'il fait une recherche, il aurait accès au secret des affaires d'une entreprise. Enfin, je ne sais pas, mais enfin, j'en connais des étudiants. Je suis désolé, mais le secret des affaires, en général, par nature et par la définition qu'en donne cette directive qui deviendra bientôt cette loi et une partie du Code de commerce, n'est pas accessible à qui que ce soit, à aucun d'entre nous dans cet hémicycle, si ce n'est à des administrations lorsqu'elles mènent des enquêtes. Elle serait accessible uniquement à des journalistes ou à des lanceurs d'alerte parce qu'ils révéleraient des actes illicites ou des actes malveillants commis par ces entreprises, mais à quel titre que ce soit, je ne vois pas pourquoi un enseignant aurait, mais a fortiori un chercheur, il n'a pas
mais il n'a pas à avoir accès. Mais c'est là où je ne comprends pas pourquoi je n'ai jamais entendu parler d'une seule thèse, d'une seule recherche où un chercheur aurait besoin d'avoir accès à un secret d'affaires d'une entreprise. C'est-à-dire, quelle entreprise serait assez cinglée, excusez-moi, pour donner ou confier à un chercheur ses secrets de fabrication, ses secrets, ses algorithmes. Mais ça, je suis désolé, ça ne fait pas avancer d'un iota la recherche de n'importe quel enseignant-chercheur d'avoir accès à l'algorithme de Deezer, excusez-moi de faire de la pub, qui lui permet d'avoir plus de clients ou d'avoir une meilleure offre, parce qu'au contraire, ça mettrait l'entreprise en difficulté et ça la mettrait face à ses concurrents en situation de faiblesse. Donc ce que vous dites n'a aucun sens. Parce que je ne vois pas un enseignant-chercheur pour faire sur le vivant ou pour faire sur, comme disait M. Ouzoulias, avoir besoin d'un accès au secret des affaires. Je pense que là, on confond vraiment beaucoup de choses dans cette discussion. Bien. Merci, monsieur le rapporteur. Donc, nous passons au vote dans le calme. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont rejetés. 7 amendements en discussion commune. Le premier, Monsieur Mohamed Souli. Monsieur Devalny. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Cet amendement propose de rétablir la rédaction de l'article L151-6 concernant l'exception à la protection du secret des affaires au profit des lanceurs d'alerte. La rédaction de cet article, telle qu'issue des travaux en commission au Sénat, distingue 2 régimes de protection des lanceurs d'alerte au risque de restreindre le champ d'application de l'exception. En effet, la locution « y compris » prévue par la rédaction de l'Assemblée nationale permet d'associer les 2 définitions de manière cumulative et permet ainsi une meilleure protection des lanceurs d'alerte. Par ailleurs, l'article 5 de la directive d'application stricte définit le lanceur d'alerte de manière plus large que l'article 6 de la loi de 2016. Ainsi, la rédaction des alinéas 32 et 33 concernés, issus de notre commission, n'est hélas pas conforme à celle de la directive. Très bien. Amendement suivant, numéro 11 de Monsieur Bocquet. Il est retiré. 58 du gouvernement, qui est identique. Merci, Monsieur le Président. L'exception à la protection du secret des affaires qui est instituée au bénéfice des lanceurs d'alerte a suscité des débats assez vifs à l'Assemblée nationale. Au nom du gouvernement, je souhaite revenir au texte issu de cette Assemblée. Je tiens d'abord à réaffirmer que l'article 5 de la directive définit plus largement le lanceur d'alerte que l'article 6 de la loi Sapin II, ce que traduisait justement la locution y compris dans le texte issu de l'Assemblée nationale. Les lanceurs d'alerte au sens de la loi de 2016 bénéficient bien de la dérogation qui est prévue par la directive. Or, la distinction qui est opérée par le texte de la commission des lois peut laisser entendre que tel ne serait pas le cas. Je relève d'autre part que le texte issu de la commission renvoie non seulement à l'article 6 de la loi Sapin II, mais également à l'ensemble des dispositions de cette loi qui sont relatives au droit d'alerte. Ceci induit que l'exception à la protection du secret des affaires ne serait effective qu'en cas de respect de la procédure d'alerte, condition qui n'est pas prévue par la directive et qui tend donc à restreindre le champ de l'exception. Je rappelle enfin que l'article 5 de la directive est d'interprétation stricte, de sorte que les deuxièmement et deuxièmement bis de l'article 151-7 ne me semblent pas conformes à la directive. Je propose donc de rétablir le texte de l'Assemblée nationale. Très bien. Donc, amendement. Monsieur Bocquet, vous avez dit que vous avez retiré. Madame Lienemann, 27 rectifié.
La directive renvoie notamment dans ses considérants et ses dérogations à la complémentarité du droit de l'Union et du droit national. Or, la France a adopté le 23 mars 2017 la loi sur le devoir de vigilance, dont l'objectif est de prévenir autant que possible les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement, résultant des activités économiques au sein des chaînes de valeur. La loi sur le secret des affaires ne saurait permettre aux entreprises de réduire la portée de l'obligation que la loi sur le devoir de vigilance sur ses aspects publication et transparence, de priver la loi devoir de vigilance de son effectivité et de son efficacité, notamment en empêchant son utilisation par des personnes qu'elle protège. Et le plan de vigilance est un instrument de garantie effective des droits fondamentaux, la valeur constitutionnelle des droits humains et des libertés fondamentales étant consacrée par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution. Donc, je propose qu'on remplace les mots « ou d'un comportement répréhensible » par des mots « d'un comportement répréhensible ou d'une menace pour les droits humains et les libertés fondamentales ». Merci. Le 70 rectifié, monsieur Labbé est là. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Cet amendement propose de préciser que le secret des affaires n'est pas protégé dans le cas de la révélation d'une menace ou d'un préjudice pour l'intérêt général. Il vise ainsi à protéger les lanceurs d'alerte et notamment les personnes morales qui pourraient jouer ce rôle. La loi sur le secret des affaires permettra en effet à un détenteur licite d'un secret d'agir en justice à l'encontre aussi bien d'une personne physique que d'une personne morale, par exemple une ONG. Il convient notamment, dans l'esprit de la loi Sapin II, que les personnes morales qui pourront, par cette nouvelle loi, faire l'objet de poursuites au titre d'atteinte au secret des affaires, puissent bénéficier des mêmes exonérations que les personnes physiques lorsque l'intérêt général est en jeu. Les personnes morales, comme les ONG, ont tout leur rôle à jouer dans la liberté d'informer pour la protection de l'intérêt général. Très bien, vous restez debout pour le suivant. Bon, j'étais essoufflé, on vient de lancer la mission herboristerie au Sénat. Alors, cet amendement 71 rectifié vise à concilier le secret des affaires et la loi sur le devoir de vigilance adoptée le 23 mars 2017. Cela est permis par la directive qui renvoie notamment dans ses considérants et les dérogations à la complémentarité du droit de l'Union et du droit national. La loi sur le devoir de vigilance a pour objectif de prévenir autant que possible les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités économiques au sein des chaînes de valeur. Cette loi a représenté une avancée essentielle pour notre pays et est d'ailleurs aujourd'hui reprise en grande partie par un groupe intergouvernemental de travail mandaté par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La loi sur le secret des affaires ne doit pas permettre aux entreprises de réduire la portée de cette loi, notamment sur les aspects publication et transparence ou en empêchant son utilisation par les personnes qu'elle protège. Si le secret des affaires doit être protégé, il ne doit pas remettre en cause la révélation d'une menace pour les droits humains et les libertés fondamentales. Merci, Monsieur Bocquet. Oui, allez-y. Oui, le secret des affaires est peut-être décisif pour complaire à certains groupes ou renforcer l'attractivité de la place de Paris en termes économiques. Il ne peut décemment cependant servir, entre autres, à masquer malheureusement certaines turpitudes fiscales qui ont encore lieu dans notre pays et parfois en Europe. S'il en fallait la preuve, nous pourrions la trouver dans le dépôt récent d'un projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale de lutte contre la fraude fiscale, afin, nous dit-on, d'affirmer de tirer les choses au clair sur ce sujet, en fixant plus clairement les sommes en jeu en matière de fraude, d'évasion et d'optimisation. Vous comprendrez aisément qu'on ne puisse que placer les lanceurs d'alerte en matière de fraude ou d'évasion fiscale hors champ d'application du secret des affaires.
Sinon, dans le cas précis, nous n'aurions jamais eu vent des affaires récentes, LuxLeaks, Panama Papers et autres, montrant à quel point certaines entreprises ont pris de mauvaises habitudes parfois en matière de fiscalité. Merci. Avis du rapporteur pour la commission sur l'ensemble. Bien. Alors, c'est parti. Bien, sur les amendements 53 et 58 qui sont identiques, celui de monsieur défendu par M. de Belenet et celui du gouvernement défendu par Mme la ministre. Le but est de revenir à la rédaction de l'Assemblée qui faisait exception au secret des affaires pour le signalement d'une faute, d'une activité illégale ou d'un comportement répréhensible, y compris pour l'exercice du droit d'alerte prévu par la loi Sapin II. Manifestement, cette rédaction de l'Assemblée nationale n'a pas été comprise, raison pour laquelle la Commission a voulu clarifier le fait que deux régimes d'alerte coexistaient, au moins dans l'attente de la directive annoncée sur les lanceurs d'alerte, et que le dispositif de la loi Sapin II n'était pas remis en cause d'une quelconque manière. Dans tous les cas, le problème de l'articulation entre les deux régimes demeurera. Et la proposition de loi n'esquisse même pas un début de solution. La transposition de la directive se fait vraiment à minima sur cette question par le « y compris » qui permet d'enchaîner l'un avec l'autre. La rédaction adoptée par la Commission était conforme à la directive dès lors qu'elle préservait dans toute sa pureté le droit d'alerte général et inconditionnel prévu par l'article 5 de la directive. En tout état de cause, il était parfaitement inutile de mentionner le droit d'alerte de la loi Sapin II dans ce texte, car le secret des affaires ne lui est pas opposable, ce qui ressort clairement de sa lecture. Le problème est venu du fait de vouloir mentionner la loi Sapin II dans cette proposition de loi. En tout cas, je recommande à tous les lanceurs d'alerte potentiels d'utiliser la procédure de la loi Sapin II, car elle est pour eux plus protectrice que la formule quelque peu hors sol de cette directive. Pour ces deux amendements, puisque le débat est assez, j'allais dire, intense entre la formulation de l'Assemblée et celle que j'ai voulu pour la commission des lois ici et le texte du Sénat en deux alinéas distincts, en supprimant le « y compris » dont toutes les personnes que j'ai pu auditionner ont mentionné qu'il y avait un côté qui pouvait paraître exclusif ou un côté inclusif et que vraiment il y avait donc ce doute qui pouvait subsister, je donnerai un avis de sagesse sur ces deux amendements. Sur celui de M. Bocquet, le 11, il est retiré. Sur les 27, 70, 71 et 10, ils sont tous de même nature. Parce qu'en fait, ils visent à étendre le champ du droit d'alerte prévu par la directive à d'autres matières. Le texte permet la révélation d'une faute, d'une activité illégale ou d'un comportement répréhensible. Les amendements veulent y ajouter au choix une menace pour les droits de l'homme ou pour les libertés, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général ou la fraude fiscale. On peut très raisonnablement, et je pèse mes mots, prétendre que tout cela est déjà inclus dans la notion particulièrement extensive de comportement répréhensible. Ces amendements sont donc en réalité déjà largement satisfaits par le texte et j'émettrai un avis défavorable parce qu'une menace ou un préjudice pour l'intérêt général dans le 70 de M. Labbé, c'est largement répréhensible. Un comportement répréhensible ou une menace pour les droits humains et les libertés fondamentales dans celui de Mme Lienemann, je considère, et je pense qu'elle aussi avec moi, c'est largement répréhensible. Une menace pour les droits humains dans le deuxième amendement de M. Labbé, c'est tout autant répréhensible. Et pour terminer avec celui de M. Bocquet et Colomba et leurs collègues, la lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, c'est tout autant répréhensible, donc satisfait, avis défavorable. Très bien. L'avis de Madame la ministre. Monsieur le Président, sur l'amendement 53, comme il est identique,
au propre amendement que j'ai présenté, le 58. Donc, j'émets évidemment un avis favorable sur l'amendement du gouvernement et donc, par définition, l'autre amendement est identique. Sur l'amendement numéro 27 et l'amendement présenté par Monsieur le sénateur Labbé, le 71, ce sont des amendements qui poursuivent l'objectif d'apporter une précision nouvelle sur l'objet de l'alerte, en indiquant qu'elle peut aussi porter, monsieur le rapporteur vient de le redire, sur une menace pour les droits humains et pour les libertés fondamentales. Cette précision ne m'apparaît pas nécessaire parce que la révélation pourra en effet porter sur un comportement qui, s'il n'est pas illégal, pourrait être à l'origine d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt général, ce qui couvre bien entendu les précisions que vous souhaitiez apporter par les amendements que vous proposez. Par ailleurs, je rappellerai que cette disposition a un objet limité aux conditions dans lesquelles s'applique l'exception accordée aux lanceurs d'alerte en cas d'atteinte à un secret des affaires. Elle n'aura donc pas d'incidence sur les mécanismes que les entreprises doivent mettre en œuvre dans le cadre de leur devoir de vigilance en application de la loi du 23 mars 2017. Ces mécanismes sont en effet autonomes. Sur l'amendement 70, donc c'est un avis défavorable sur ces amendements. Sur l'amendement 70 présenté par Monsieur Labbé, l'alerte qui ouvre droit à une dérogation à la protection du secret des affaires peut porter sur une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Cela signifie qu'elle peut être relative à des comportements qui, sans être illégaux, sont susceptibles de porter atteinte à l'intérêt général. Il ne fait ainsi aucun doute que les lanceurs d'alerte, au sens du droit interne, pourront invoquer la protection prévue à l'article L151-7 et il me semble donc par conséquent inutile d'indiquer expressément que l'objet de l'alerte peut porter sur une activité légale ou encore des menaces ou des préjudices pour l'intérêt général. Et enfin, sur l'amendement numéro 10, présenté, signé par M. Bocquet, je ne suis pas favorable à cet amendement qui propose d'indiquer expressément que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale autorise l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires. Il me semble que son adoption serait contre-productif en ce qu'il nuirait à la bonne lisibilité de l'alinéa, permettant aux lanceurs d'alerte de ne pas encourir de sanctions pour avoir commis une atteinte au secret des affaires. Il est certain que l'objet de l'alerte peut concerner, bien évidemment, des faits de nature fiscale et que leur révélation peut parfaitement contribuer à la lutte contre la fraude fiscale. Cela me semble tout à fait, et contre l'évasion fiscale aussi. Et donc, il ne me semble nullement nécessaire de l'indiquer expressément, étant indiqué au surplus que la rédaction proposée pourrait être interprétée comme restreignant le champ de la mesure de protection pour les lanceurs d'alerte. Donc, pour cette raison, avis défavorable également. Donc, nous allons passer au vote. Et je vous dis à peu près la procédure, c'est que si les deux amendements identiques qu'on va voter tout de suite sont adoptés, tous les autres tombent. Et comme il y a une sagesse de la commission, un avis favorable du gouvernement, c'est une possibilité. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés et tous les autres tombent. À l'article 1er quater, 4 amendements identiques. Le 38, Monsieur Bigot. Oui, notre commission a proposé d'instituer dans cet article 1er quater un délit, un volet pénal, ce qui nous paraît en l'état extrêmement dangereux. D'abord, le Conseil d'État lui-même, dans son avis, rappelle qu'en 2011 déjà, dans le cadre d'une réflexion sur l'instauration d'un régime de protection des informations sensibles des entreprises, il avait souligné les obstacles juridiques auxquels se heurtait la définition et la mise en œuvre d'une nouvelle infraction. Le secret des affaires étant pas défini de manière parfaitement claire, il peut y avoir déjà un problème à ce niveau-là dans la constitution de l'infraction. En plus, notre rapporteur nous avait indiqué que la manière dont il avait construit ce délit ne concernerait pas les journalistes, mais la rédaction ne nous parlait pas tout à fait convaincante de ce point de vue-là. Si il s'avérait, alors en plus la directive ne prévoit pas du tout
de délit pénal. Elle ne l'exclut pas toutefois, elle permet aux États de l'envisager. Mais si votre objectif, c'est avant le 9 juin que la directive soit transposée, cette transposition n'a pas besoin d'être assortie de ce délit pénal. Je pense que de toute façon, on pourrait se donner le temps de vérifier si l'institution d'un tel délit est nécessaire et faire très attention à la manière dont il est constitué. En droit pénal, il faut être extrêmement prudent. Donc c'est la raison pour laquelle je propose la suppression de cet ajout de notre commission. Merci. L'amendement 55, Monsieur Mohamed Soilihi. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer l'infraction pénale prévue en cas de détournement d'une infraction économique protégée. La directive ne prévoit pas de sanction pénale, comme notre collègue Bigot vient de le préciser, en cas d'atteinte au secret des affaires. De fait, les travaux de l'Assemblée nationale ont volontairement exclu le recours à la voie pénale en préférant la voie civile pour protéger les atteintes au secret des affaires. Par ailleurs, notre arsenal pénal actuel permet d'ores et déjà de réprimer les atteintes au secret des affaires. Cette nouvelle infraction n'apparaît donc pas nécessaire. Dans un souci de cohérence avec la directive, il convient donc de supprimer cette infraction pénale. Je terminerai en disant que nous sommes partis d'un équilibre avec notamment la prévision de cette amende civile qui vient d'être désapprouvée ici. Je rechigne presque à demander cette suppression de cette sanction pénale, mais je vais jusqu'au bout de la logique. Cette sanction serait disproportionnée par rapport à l'objectif de cette proposition de loi. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, l'amendement 65. Il a le même objet, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Pour 3 raisons, nous proposons la suppression de l'infraction pénale. En premier lieu, cette infraction pénale spéciale constitue une surtransposition, puisque la directive prévoit seulement une obligation de réparation civile en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite de secrets d'affaires. Et donc, elle n'exige pas de la part des États qu'ils prennent des mesures afin que ces comportements fassent l'objet de sanctions pénales. L'option pénale a d'ailleurs été écartée lors des travaux d'élaboration de la directive. Et donc, il me semble qu'établir cette sanction pénale renforcerait la disparité entre les États membres. En deuxième lieu, il n'apparaît pas nécessaire de créer une infraction pénale autonome de violation du secret des affaires. Les atteintes qui sont portées au secret des affaires peuvent en effet être sanctionnées par de nombreuses dispositions existantes actuellement en droit pénal, notamment le vol, l'abus de confiance, l'introduction et l'extraction de données dans des systèmes de traitement automatisé des données, l'atteinte au secret de correspondance, ou bien par des dispositions qui résultent d'autres textes, les dispositions de la loi de blocage ou encore des dispositions pénales qui sanctionnent les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle ou les atteintes aux droits fondamentaux de la nation. Et en troisième lieu, la rédaction de cette nouvelle infraction ne satisfait pas, je pense, au principe de l'égalité des délits et des peines, puisqu'elle renvoie à des règles particulières mises en place par des personnes privées. Merci, Madame la Ministre. L'amendement 84, Monsieur Gabouty. À peu près avec les mêmes arguments. Il s'agit bien sûr d'une surtransposition qui peut nous éloigner d'une meilleure harmonisation européenne. Bon, il crée un nouveau délit alors que l'arsenal juridique existant suffit à poursuivre l'espionnage industriel tel que cela vient d'être évoqué. Et ensuite, il introduit aussi dans sa rédaction une distorsion dans la compréhension de la présente proposition de loi en précisant qu'il s'agit d'avantages de nature exclusivement économique, alors que la présente proposition de loi vise à transposer une protection générale du secret des affaires. D'ailleurs, l'amende civile qui a notre faveur ne mentionnait pas un tel motif. J'ajouterai en plus que les procédures civiles ont l'avantage d'être beaucoup plus rapides que les procédures pénales. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur ces 4 amendements identiques. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je ferai une réponse globale puisque ces 4 amendements sont identiques.
et qu'ils visent tous à supprimer le délit d'espionnage économique ou détournement d'une information économique protégée introduit par la commission des lois. 3 arguments principaux y sont opposés. Premièrement, c'est une surtransposition car ce n'est pas prévu par la directive. La directive, certes, est complètement muette sur d'éventuelles sanctions pénales. Vous l'avez tous dit, et pour cause. Je veux dire, on ne va pas vous apprendre quand même à lire les textes. Mais bon, ben oui, on va vous l'apprendre. On va vous l'apprendre parce que, semble-t-il, vous ne les avez pas lus. La directive est complètement muette sur d'éventuelles sanctions pénales et pour cause, car cela ne relève pas de la compétence de l'Union européenne, tout simplement. Il suffit de lire les textes. Si on peut parler de surtransposition, c'en est une, en tout cas pour mieux protéger les entreprises. Oui, ça oui. Les États membres sont libres de prévoir, s'ils le souhaitent, un volet pénal en cas d'atteinte grave au secret des affaires. Et là, je réponds à Madame la Ministre, ce n'est pas que ça a été écarté. L'Italie elle-même est le seul pays à avoir officiellement déclaré dans les négociations et à la suite, au moment où nous sommes tous en train, quand je dis nous, c'est-à-dire les 27 États de l'Union, en train de transposer cette directive, c'est le seul pays à avoir envisagé, puisqu'elle n'est pas encore en train de la transposer, ou elle est en train de le faire, un volet pénal. Donc, ce n'est pas une compétence de l'Union. Voilà pourquoi la directive n'en parle pas. Deuxièmement, la définition du secret des affaires est trop générale ou imprécise pour pouvoir fonder une incrimination pénale conforme au principe de l'égalité des délits et des peines qui suppose de définir l'infraction de façon suffisamment précise. C'est exact. Pour cette raison, l'incrimination est plus précise que la seule atteinte au secret. Elle comporte un élément matériel précis, le fait de contourner sciemment les mesures de protection mises en place par le détenteur légitime du secret, et un élément intentionnel précis également, le but d'en retirer un avantage de nature exclusivement économique. De plus, pour être constituée, cette infraction nécessitera la preuve du dol général, la volonté d'obtenir une information protégée en contournant sciemment des mesures de protection et donc en ayant conscience de violer la loi pénale, mais aussi la preuve d'un dol spécial, la volonté d'en retirer un avantage de nature économique. Le fait que les mesures de protection soient mises en place par une personne privée, comme le discute l'amendement 55, est sans portée. Dans un vol ordinaire, il s'agit bien de contourner des mesures de protection mises en place par une personne privée pour protéger son bien. Le texte de la Commission ne soulève donc pas de problème de constitutionnalité. Il tient compte des objections du Conseil d'État. L'amendement du gouvernement n'oppose d'ailleurs pas cet argument de constitutionnalité. Troisièmement, les incriminations pénales existantes suffiraient à sanctionner toutes les hypothèses d'atteinte au secret des affaires. Tel n'est pas le constat que je tire de mes auditions, même si l'atteinte au secret professionnel, l'atteinte au secret des correspondances, le vol, l'abus de confiance ou encore l'intrusion dans un système informatique peuvent être invoqués ou ont été admis par la Cour de cassation dans quelques cas d'atteinte au secret des affaires. Pour les atteintes les plus graves et frauduleuses au secret des affaires, une incrimination pénale spécifique est nécessaire, comme en matière de contrefaçon, laquelle permet au choix une action civile ou une action pénale. L'espionnage économique est une réalité qui frappe les entreprises françaises et pour laquelle l'action civile n'est pas suffisante. Tout le monde s'accorde à le dire. Cette sanction pénale est donc également nécessaire en raison de sa portée plus dissuasive à l'égard de certains intérêts économiques étrangers qui parfois ne reculent devant aucun moyen pour piller le patrimoine informationnel des entreprises françaises. Enfin, contrairement à ce que semble invoquer l'amendement 84, cette disposition n'a strictement rien à voir avec les journalistes ou les lanceurs d'alerte et c'est évidemment délibéré car il s'agit de sanctionner une entreprise concurrente particulièrement malveillante. Je terminerai par vous dire qu'on n'est pas dans un débat technique sur ce sujet, nous sommes vraiment dans un débat de concept. C'est la vision que nous avons de ce qu'il faut pour protéger le secret des affaires. Nous ne sommes plus dans des arguments à avancer en matière technique. Il faut savoir exactement ce que nous voulons. Nous sommes dans une guerre économique.
les Chinois et les Américains, pour ne pas les citer, ont un arsenal juridique et législatif pour protéger le secret des affaires, qui ont chacun un volet pénal particulièrement agressif vis-à-vis de ceux qui se risquent au viol du secret des affaires. Je ne citerai que le Cohen Act américain pour en parler. Je rappellerai également que dans une résolution européenne du Sénat du 11 juillet 2014, qui est citée à la page 17 du rapport, vous avez déjà tous lu, il est recommandé par cette résolution européenne du Sénat à chaque État de conserver la faculté d'instituer un délit pénal spécifique. Donc, le choix qui nous est maintenant offert, c'est la conception même que nous nous faisons de la protection du secret des affaires. L'amende pénale, c'est, comme a dit une des personnes que j'ai auditionnées, c'est partir dans cette guerre économique avec une épée de bois. Aujourd'hui, il est offert dans cette guerre économique d'avoir un volet pénal, l'amende civile. Pardon, vous aviez suivi. Rapporteur, merci. il serait bon de conclure, monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Oui, mais c'est important, monsieur le président. J'entends bien, j'entends bien. Et je réponds à 4 amendements, si vous voulez, je peux faire 4 fois 3 minutes. 2 minutes 30. Voilà. 4 fois 2 Pas minutes tout à fait 30, pareil. on n'y est pas encore. Donc, je continue sur mes 4 fois 2 minutes 30. Donc, il s'agit vraiment de choisir le concept que nous voulons avoir et le meilleur arsenal que nous souhaitons avoir pour nos entreprises. On n'est pas dans la protection des lanceurs d'alerte, ils sont largement protégés, ils sont totalement exclus de cet arsenal pénal. C'est bien pour ça que nous avons vraiment encadré la chose. Maintenant, c'est à vous de choisir. Merci, monsieur le rapporteur. Simplement, moi, je souhaite qu'on arrive à terminer pour 1h30, puisqu'on doit absolument arrêter à 1h30. Donc voilà, c'est pour ça que je disais au rapporteur. J'ai été saisi. Monsieur Bonnecarrère, pardon, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais exprimer un soutien aux amendements de suppression au regard de la création de ce délit, comme je l'avais d'ailleurs déjà indiqué en commission de loi. J'écarterai l'argument de la surtransposition qui a été évoqué par plusieurs des soutiens des amendements de suppression. Le texte de la directive laisse libre les États de mettre en place une infraction pénale s'ils le souhaitent. Il est exact, et Monsieur le rapporteur l'a rappelé, qu'à notre connaissance, un seul pays a exprimé ce souhait de mettre en place un délit. Mais on ne peut pas en tant que tel parler de surtransposition puisque la faculté était ouverte. Par contre, plusieurs éléments me paraissent aller à l'encontre de la création d'un délit. Premièrement, le principe de l'égalité. J'avoue que faire reposer une infraction pénale sur le secret des affaires, qui en tant que tel la chose des parties, j'avoue que je vois mal comment on peut intégrer des éléments pénaux, des éléments d'ordre public dans ce cadre. Deuxièmement, je n'ai pas connaissance dans la pratique de demandes en ce sens et généralement le monde des affaires se méfie de toute forme de pénalisation et par ailleurs les actions civiles sont considérées globalement comme satisfactoires. Dernier élément, je reconnais que la rédaction de l'article tel qu'il résulte de l'examen par la Commission à l'initiative de Monsieur le rapporteur part de bonnes intentions puisqu'il est indiqué que cela ne peut concerner que des situations où un avantage économique était recherché. Et on comprend l'idée des rédacteurs qui est d'écarter effectivement tout lien avec la liberté de la presse. Sauf que l'on peut, chers collègues, se trouver dans la situation où effectivement, pour des raisons économiques, M. X, M. Y ou la société Z a révélé un secret d'affaires et, à mon avis, vous allez poser un problème à la liberté d'expression et à la liberté d'information quant au fait de savoir si l'on peut utiliser un élément qui est pénalement répréhensible, ce qui, à mon avis, est un élément de déséquilibre du texte. C'est la raison pour laquelle je suggère vraiment d'être extrêmement prudent et à mon sens défavorable à la création d'une infraction sans en avoir analysé toutes les conséquences. Merci. Merci, chers collègues. Donc,
Oui, Monsieur le Président Bas. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je regrette de devoir prolonger ce débat. Mais je veux livrer à notre Assemblée les réflexions qui sont nées d'une année de travaux de la délégation parlementaire au renseignement portant sur les questions d'intelligence économique et de renseignement économique. Nous avons pu constater, à la lumière des informations qui nous ont été communiquées, que l'agressivité de nos concurrents redouble en ce qui concerne l'espionnage de nos entreprises. Non seulement les formes d'ingérence qualifiées de traditionnelles, les vols physiques de données ou de matériel, les intrusions, les captations d'informations continuent à représenter une menace non négligeable pour nos entreprises, mais plus grave, la menace cybercriminelle tend à devenir, compte tenu de la numérisation croissante de notre économie, la voie privilégiée d'ingérence économique. La multiplication des attaques informatiques, qu'elles soient conduites à des fins de captation d'une technologie ou de savoir-faire, de sabotage ou encore de chantage, constitue aujourd'hui un risque majeur de déstabilisation de notre tissu économique qui pâtit encore d'une culture de sécurité, notamment informatique, très largement déficitaire. Nos débats de ce soir prouvent à quel point cette culture a encore besoin de progresser, car il ne faudrait pas, face à cette concurrence exacerbée au moyen d'intrusions déloyales, que nous désarmions notre pays. Sachez que nos concurrents, eux, n'hésitent pas à renforcer le recours à la sanction pénale à côté des sanctions civiles pour permettre de lutter contre cette forme active de corruption que constitue l'espionnage économique. Et pour faire face à ces atteintes illégales, la compétition économique doit être aujourd'hui mieux régulée, et c'est la raison pour laquelle, quand la commission des lois a adopté ces dispositions, elle l'a fait en toute responsabilité, en ayant conscience de fournir à notre République les moyens de lutter contre un fléau qui ne cesse de nous faire reculer dans la compétition économique. C'est pourquoi, avant de passer au scrutin, je voulais vous alerter sur la gravité de cette situation et vous inviter, en responsabilité, à ne pas mettre fin à ces dispositions que nous avons adoptées en commission. Merci, Monsieur Lecomte, pour l'explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Je souhaitais réagir à l'intervention de Monsieur Bas, parce que nous sommes tous bien entendu conscients de ce qui vient d'être décrit à la fois par le Président et le rapporteur de la Commission des lois, mais il s'agit ici de protéger le secret des affaires, qui a été défini au début de ce texte et par la directive comme quelque chose qui est profondément protégé par l'entreprise qui le détient. C'est la responsabilité du propriétaire de secret des affaires que de le protéger, et c'est la raison pour laquelle la logique même de cette protection passe par une action de l'entreprise qui en est détentrice, et pas par une amende pénale qui finalement dépendrait de la qualité de la défense de l'entreprise qui est attaquée. Donc ça n'a pas de sens à ce titre. L'environnement global économique, il est décrit, il est exact, mais en l'occurrence, la protection du secret des affaires dépend de son détenteur. Elle ne dépend pas de la puissance publique. Merci, Monsieur Bigot, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Très brièvement, Monsieur le Président de la Commission des lois, ce que vous dites est parfaitement exact, mais le texte tel qu'il est rédigé, cet article 314.4.1 que vous proposez d'ajouter dans le Code pénal, ne répondra pas strictement à cela. Il va compliquer, c'est un article qui va être extrêmement compliqué d'interprétation et de mise en œuvre par nos juridictions pénales. Il mérite d'être travaillé différemment si vous voulez répondre à votre préoccupation. Lorsqu'on dit notamment que le fait d'obtenir, d'utiliser une information protégée en contournant sciemment les mesures de protection mises en place par son détenteur légitime, il y aura toute une série de débats sur le contournement de ces mesures de protection mises en place. Sont-elles légitimes ? Afin d'en retirer un avantage de nature exclusivement économique, je pense qu'on n'est pas du tout dans ce que vous voulez
protégé, qui est compréhensible et qui est effectivement dénoncé par ailleurs. Donc ça mérite, comme nous l'avons dit dans la motivation de notre amendement de suppression, d'être plus travaillé dans l'urgence de la transposition de la directive. Cette infraction n'a pas forcément à prendre place et nous aurons d'autres textes qui doivent venir dans lesquels nous pourrons avoir un texte mieux travaillé avec notamment des spécialistes parce qu'il faut se méfier, nous faisons beaucoup de textes pénaux et souvent ils ne sont pas appliqués parce qu'ils sont trop compliqués sur le terrain. Chers collègues, je n'ai plus de demande d'explication de vote, donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe RDSE sur les amendements 38, 55, 65, 84. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, que l'avis du gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin 96 sur les amendements identiques 38, 55, 65, 84. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 294. Pour l'adoption 137, contre 157. Le Sénat n'a pas adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Elles ont été faites au fur et à mesure. Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président. Je sais qu'il est tard, mais quand même quelques mots, parce que on vient d'adopter, je le dis comme ça, à marche forcée, un texte. On a été un certain nombre à le dénoncer d'abord qu'une directive soit transcrite, non pas par un projet de loi porté par le gouvernement, mais par une proposition. Puis ensuite, nous avons vécu une procédure accélérée. Nous avons vécu même, ici même, alors qu'il y avait 3 jours d'inscrits pour avoir un débat, et je pense que ça méritait qu'on ait un débat. On a fait un texte et examiné 90 amendements en une demi-journée. On vient de finir là, je garde le sourire, et je le dis avec beaucoup d'amitié, mais ce qu'on vient de vivre là, parce qu'à un moment donné, une fois dans l'hémicycle, la majorité sénatoriale, qui a peu parlé d'ailleurs, a été en minorité. Merci beaucoup. A été en minorité, et donc on avait réussi à passer un amendement, mais pour le coup, pour finir, on vient de rectifier ça. Bon, je crois quand même que ça mérite un autre débat. Je l'ai dit et redit, nous avons été un certain nombre ici à le dire. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions se posent autour de ce texte, autour du secret des affaires. Ça touche beaucoup de métiers, celui des journalistes, ça touche aussi le mouvement citoyen, les lanceurs d'alerte, les ONG, les chercheurs, les représentants syndicaux, celles et ceux qui ont, depuis tant d'années, parfois dénoncé seuls contre des multinationales, c'est le pot de terre contre le pot de fer et qui mènent ces combats pour l'intérêt général, environnemental, social, économique de notre pays et de l'Union européenne. Et ce que nous venons d'adopter en une demi-journée va leur mettre sacrément des bâtons dans les roues. Et j'espère que nous allons poursuivre ce débat et que dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous nous rappellerons ce que nous venons de voter et que quand un certain nombre nous diront « voilà, on savait telle affaire, on savait ça, mais on n'a pas pu le faire, on n'a pas pu le dire parce qu'il y avait le secret des affaires et on aurait pu faire autrement ». Donc, vous aurez compris que notre groupe ne votera pas ce texte. Merci, cher collègue. Monsieur Durin, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, merci. Une explication de vote qui s'appuiera sur des éléments de procédure et des éléments de fond. Éléments de procédure qui tiennent au choix de l'initiative parlementaire, une proposition de loi, à une procédure accélérée, au pas de charge, un déficit de concertation autour de nous et que le débat public traduit ces jours-ci à l'absence d'études d'impact, des éléments de fond qui ont montré la complexité à cerner précisément cet objet juridique secret des affaires, des éléments de droit français existants qui permettaient sans doute déjà d'appliquer la directive. Au final, ce texte proposé n'atteindra pas l'équilibre entre la protection légitime du secret des affaires et la tout aussi légitime protection de liberté d'informer et des équilibres de liberté publique. Donc, pour toutes ces raisons, le groupe socialiste ne votera pas ce texte, en regrettant effectivement cette petite pirouette finale qui nous aura permis de travailler dans de vraiment bonnes conditions.
Merci. Mes chers collègues, donc j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain sur l'ensemble du texte. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin 97 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 343. Pour l'adoption 248, contre 95, le Sénat a adopté. Voilà donc pour l'examen et l'adoption de cette proposition de loi sur le secret des affaires, un texte controversé. Des lanceurs d'alerte, des associations et des journalistes ont interpellé Emmanuel Macron, le chef de l'État, sur cette loi sur le secret des affaires. Et donc, contre l'avis du gouvernement, le Sénat a notamment durci ce texte en élargissant la définition du secret des affaires aux informations qui ont une valeur économique, alors que le texte initial parlait de valeur commercial. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.